Au sommaire de ce journal, immobilier, la 4e édition du Philoz Forum international du logement social veut solutionner le problème de logement en Côte d'Ivoire. Assurance, la 4e édition du RIMRAE, réseau ivoirien de risques et assurance d'entreprise, tient ses promesses. Et puis à Boaké, dans le cadre de l'entrepreneuriat, le PIDUCAS prime les lauréats du concours du plan d'affaires. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Parlons de l'immobilier pour débuter cette édition. Abidjan, du 15 au 17 juin, a accueilli la 4e édition du Forum international du logement social, économique et standing en abrégé Philoz, autour du thème « Financer l'accès au logement en Afrique ». Les initiateurs AB Communication et la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire ont donné l'occasion aux acteurs du cadre bâti de se retrouver afin de réfléchir sur leur secteur, mais aussi de présenter des innovations au grand public. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Du 15 au 17 juin 2023, Abidjan a accueilli la 4e édition du Forum international du logement social, économique et standing Philoz, co-organisé par AB Communication et la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Ce forum s'est tenu autour du thème « Financer l'accès au logement en Afrique ». Il s'est donné pour objectif de trouver des solutions pour répondre aux problèmes rencontrés dans l'élaboration du processus de la réalisation du programme présidentiel des logements sociaux, économiques et de standing, mais aussi réguler et redynamiser le secteur et les offres des logements. Les motivations du Philoz sont redynamiser et rendre toujours plus attrayantes et compétitives les offres immobilières en tenant compte des revenus de la majorité des populations ivoiriennes et africaines. Accroître dans la durée le niveau d'acquisition des logements par un plus grand nombre en visant la technologie et l'innovation dans une ère de modernité. Depuis sa mise en route, le Philoz a bénéficié du soutien du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné. En raison des statistiques démographiques de l'OCDE et citées par le ministre, 56 millions d'unités d'habitat devraient être pourvues pour résoudre le déficit du logement en Afrique. En Côte d'Ivoire, le déficit est plus de 600 000 logements, d'où la nécessité de solutionner cette problématique avec l'ensemble des acteurs, soit en produisant 40 000 à 50 000 logements par an, une opportunité présentée par le ministre. En Côte d'Ivoire, où nous avons plus de 120 bidonvilles répertoriés à ce jour, qui abritent près d'1 400 000 personnes. C'est beaucoup, c'est même trop, et notre action doit concomitamment permettre de réaliser des logements qui permettent à tous ceux qui ont un peu de moyens de se loger, mais permettre également à ces personnes qui n'ont pas de moyens d'aider ces personnes-là à mieux se loger. Plusieurs dizaines d'acteurs ont répondu présents à ce rendez-vous, comme la société immobilière Irissa. Elle est à sa 4e participation du Philoz et a déjà convaincu les clients en matière de production de logements. Elle est revenue cette année avec des innovations présentées par son administrateur général, Aya-Claude Chantal Yao. Le stand de Irissa, qui est une société de construction agréée par l'État de Côte d'Ivoire. C'est une promotion immobilière, c'est une gestion aussi immobilière. Et nous sommes créés depuis 2011. Nous sommes au Philoz depuis la première édition. Nous présentons un nouveau programme qui sera bâti sur Songon Mbraté, en bordure de voie, c'est-à-dire le dernier Songon avant d'aller à Dabou. Et donc là, nous avons près de 400 logements. L'innovation, c'est que cette année, nous serons financés efficacement par une des banques de la place. Et nous serons soutenus par le Fonds de solidarité africain, qui est le FSA. Et donc l'innovation, c'est que nous mettons des immeubles, ce qu'on n'avait jamais fait, pour pouvoir absorber beaucoup plus de clients. Les Philoz 2023, ce sont 3 jours au cœur du secteur du cadre bâti, avec en prime des conférences débats, des tables rondes, des expositions commerciales, des visites en entreprise et un dîner gala de prestige.
Le groupe Baobab, spécialisé dans la micro-entreprise en Côte d'Ivoire, a présenté le bilan de ses activités réalisées au cours de l'année 2022 dans ses différentes filiales. Le bilan est jugé exceptionnel par les membres du conseil d'administration qui étaient face à la presse. Une performance menée par Baobab Côte d'Ivoire qui a présenté comme la locomotive et qui a atteint un chiffre exceptionnel en 2022. Le commentaire de Pierre Tebeu et Ezekiel Seri. Le groupe Baobab présente un solide résultat financier en 2022 malgré les différentes crises dans le monde. Un résultat de 22 millions d'euros, soit près de 15 milliards de francs CFA. Une hausse de 8,1% par rapport à l'année 2021. Les dépôts ont également augmenté de manière significative et se situent à plus de 7,7% par rapport à 2021. On a vraiment atteint des résultats très bons au niveau de la croissance du portefeuille de crédit et au niveau du résultat financier. Maintenant, ce qu'il faut voir, quelle est la raison d'être du groupe Baobab? C'est pour financer les petites entreprises. L'année dernière, nous avons au niveau du groupe, nous avons décaissé presque 300 000 crédits à des petites entreprises sur le continent africain, presque 300 000, pour un montant supérieur à 1 milliard d'euros. 700 milliards de francs CFA pour 350 000 entrepreneurs sur le continent africain, répartis sur ces 7 pays. Le conseil d'administration du groupe a reconnu la performance de la filiale en Côte d'Ivoire, par exemple. Une croissance qui représente près de 25% du portefeuille du groupe et 30% en termes de rentabilité. Nous avons décaissé plus de 158 milliards de francs CFA en décaissement et près de 60 000 prêts ont été décaissés par Baobab Côte d'Ivoire en 2022. Et ça nous fait, en termes d'activité, il y a eu une croissance de près de 13% de l'activité comparé à 2021. Baobab est un groupe de services financiers présent dans 8 pays, dont 7 en Afrique et 1 en Chine. En Côte d'Ivoire, Baobab participe considérablement à l'amélioration des conditions de vie des entrepreneurs et notamment du secteur informel en ayant injecté près de 1 milliard 33 millions de francs CFA. Et nous poursuivons ce journal dans le secteur des infrastructures. Le directeur général et chef d'administration de la Banque mondiale est en Côte d'Ivoire. Après avoir été reçu en audience par le président de la République de Côte d'Ivoire, il a visité récemment le système de drainage des eaux pluviales dans la commune d'Abobo, plus précisément à Ondotré, un système financé par la Banque mondiale pour mettre fin aux inondations. Philippe Zabo et Ezekiel Siri nous rapportent les faits. L'ouvrage de drainage des eaux de pluie d'Anonkwa-Kouté est à sa phase terminale. Long de 6,9 km avec pour périmètre Ondotré, Agouito et Anonkwa-Kouté, il a été visité par le directeur général et chef de l'administration de la Banque mondiale, accompagné pour la circonstance des délégations du PARU, projet d'assainissement et de résilience urbaine et de la mairie d'Abobo. Tous sont satisfaits de son état d'avancement. Donc nous sommes monsieur le directeur général Shaolin Yang qui est en visite pour le moment en Côte d'Ivoire pour la première fois et très heureux d'avoir supervisé ces travaux, d'avoir visité ce travail important que nous faisons avec les autorités ivoiriennes. Nous pensons et nous voyons que ça a vraiment aidé à changer la vie de la population et des communautés environnantes et nous sommes vraiment convaincus que nous continuerons à rester engagés dans ce genre de travaux ici à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Le sous-projet d'Abobo se trouve aujourd'hui à 95% de réalisation. Nous avons mis en place tous les ouvrages de drainage qui ont permis aujourd'hui, en tout cas, de mettre à l'abri près de 300 000 personnes contre les inondations de cette zone. Donc ici, en tant qu'une entreprise chinoise, nous ferons tous nos efforts là pour essayer de achever le projet à temps et à haute qualité et en contribuant le développement socio-économique d'Abobo. Un chantier qui réjouit les riverains. Ici, c'était ravin que vous voyez. C'était ravin. S'il y a la pluie, on a beaucoup de difficultés. Vraiment, nous pouvons dire que ce caniveau nous a soulagé beaucoup.
Le projet d'assainissement et de résilience urbaine vise à améliorer la gestion des eaux pluviales et des ordures ménagères. Il a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 315 millions de dollars. Mesdames, Messieurs, à présent, l'invité du journal. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, les États africains sont invités à ratifier la Convention dite de Niamey. Il s'agit d'un cadre fédérateur au niveau continental pour faire face aux défis des zones frontalières. Seulement voici, plusieurs pays africains n'ont pas encore ratifié la Convention. Pour en parler, je reçois sur mon plateau l'ambassadeur Fred Ngoga. Il est le point focal du programme Frontières de l'Union africaine. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Le plaisir est pour nous. Je vous remercie. Alors, la Convention dite de Niamey sur la coopération transfrontalière, qu'est-ce que c'est? La Convention de Niamey pour la coopération transfrontalière est un outil qui a été adopté en 2014 à Niamey, à Malabo, je m'excuse, par les chefs d'État de l'Union africaine pour renforcer la coopération entre nos États membres en tout ce qui concerne les frontières. On s'est en effet rendu compte que pour une intégration efficace, il fallait que nos États membres coopèrent, surtout en ce qui concerne la paix et la sécurité au niveau de nos frontières, la mobilité de nos gens, mais aussi tout ce qui est en lien avec la lutte contre le changement climatique, la gestion des réfugiés, etc. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce que cela va apporter de nouveau dans la gouvernance des frontières? Ce qui sera nouveau, c'est que nos États vont mutualiser leurs efforts, ils vont travailler plus en synergie, c'est-à-dire que nous avons en ce moment, cette année, notre thème, c'est la mise en œuvre de la ZLECAf. Et pour nous, on ne peut pas mettre en œuvre la ZLECAf si on n'a pas un cadre de coopération entre nos États membres. Donc, nous allons travailler pour que cette convention soit signée, ratifiée et domestiquée dans nos États membres. Et jusqu'à présent, nous avons plus de 18 signatures et nous avons 9 ratifications. Et nous avons besoin de 15 pour qu'elles puissent être mises en œuvre. Bien, très bien. Et vous l'avez annoncé, hein, quel est l'état des lieux de la ratification de la Convention? Voilà, comme je venais de le dire, voilà les signatures. Mais j'aimerais dire aussi que une grande partie des pays qui ont signé et ratifié, ce sont des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est normal parce qu'elle s'appelle la Convention de Niamey, donc elle a été, les pays d'Afrique de l'Ouest sont vraiment poussés pour cette convention-là. Mais nous sommes confiants que nous allons avoir des autres États aussi en Afrique australe, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale. C'est pas toujours évident parce que, comme vous savez, nous avons des taux de chômage assez élevés, nous avons des inégalités et donc certains pensent que plus on coopère, plus il y aura une libre circulation des personnes et des biens et ce qui devrait être une bonne chose peut être aussi un danger pour certains. Voilà, donc parce qu'on l'a vu par exemple en Afrique australe où il y a eu une montée de xénophobie parce qu'il y avait de nouvelles personnes qui arrivaient et qui voulaient travailler là-bas. Mais nous, notre objectif sur le continent, c'est vraiment l'intégration et que ce ne soit pas un mot, mais que ce soit une réalité pour nos citoyens. J'aimerais ici en profiter pour dire que même si cette convention n'a pas été signée par tous, il y a quand même des accords cadres entre nos États membres qui permettent vraiment la libre circulation de nos populations et la libre circulation des biens et des populations. Voilà. On a entendu parler de l'appel d'Abidjan. En quoi consiste cet appel? Alors l'appel d'Abidjan, c'est une sorte de, je dirais, c'est pour rappeler vraiment à nos États membres que la Convention de Niamey, qu'elle existe, qu'elle est importante et que vraiment on aimerait bien qu'ils la signent, la ratifient et que d'ici une année ou 2 ans, on ait vraiment un grand nombre de nos États membres qui ont signé et ratifié cet accord. Il est important aussi de rappeler que notre mandat est de délimiter et de démarquer les frontières et puis la coopération transfrontalière. Et que jusqu'à présent, nous avons un mandat qui s'étend jusqu'en 2027. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine nous demande de délimiter, de démarquer les frontières africaines et d'accroître la coopération transfrontalière. Et jusqu'à présent, nous avons réussi à délimiter et démarquer depuis 2017 plus de 40%
de nos frontières. Il y a encore du travail à faire. Avant la fin du mandat. Avant la fin du mandat, c'est ça. Donc on essaie d'y mettre beaucoup d'énergie et c'est pour ça que nous sommes ici à Abidjan. Bien. C'est déjà la fin de notre entretien et nous allons vous demander concrètement qu'attendez-vous des dirigeants des pays africains? Ce qu'on attend des dirigeants des pays africains, nous voulons qu'ils accélèrent l'intégration africaine. Comme vous le savez, vous l'avez vu, quand il s'agit de combattre le terrorisme, quand il s'agit de combattre les pandémies, divisé, on est faible, mais quand on est ensemble, on est plus fort. Bien dit. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur Fred Ongoga, point focal du programme Frontières de l'Union africaine. Merci. Je vous remercie. On poursuit ce journal sur l'autonomisation de la femme. Bonne nouvelle pour les femmes et communautés cacaoyères de Côte d'Ivoire. Elles verront bientôt leurs conditions de vie améliorées grâce à l'initiative Femmes et communautés cacaoyères de l'organisation canadienne Soko de Vie, lancée récemment par la Société de coopération pour le développement international. Ce programme permettra de former et d'accompagner financièrement plus de 10 000 femmes et hommes bénéficiaires dans les zones cacaoyères du centre, ouest et est de la Côte d'Ivoire. Konena Nourgo et Doumbia Ayuba. Elles seront 50 communautés cacaoyères du centre-ouest et de l'est de la Côte d'Ivoire à bénéficier du projet initiative Femmes et communautés cacaoyères lancé ce jeudi 15 juin 2023 à Abidjan. Porté par le consortium canadien Soko de Vie et la Fondation Paul Guérin-Lajoie, ce projet d'un montant de 6 milliards de francs CFA va améliorer les conditions de vie de 3500 femmes, 1500 jeunes filles et 5000 hommes, et ce, à travers des formations, un accompagnement financier et un appui aux coopératives et organisations de la société civile jusqu'en 2027. Qui est un projet de 5 ans, de 2022 à 2027, financé par Affaires mondiales Canada, donc le gouvernement canadien, ainsi que les entreprises privées cacaoyères et chocolatières. Donc, il y a plusieurs composantes au projet, notamment l'égalité des genres, l'éducation, le renforcement d'une trentaine de coopératives, l'agriculture intelligente face au climat, ainsi que la gestion des risques agricoles. Donc, nous allons travailler dans 2 zones, la zone est du pays ainsi que la zone centre-ouest, à appuyer notamment les femmes et les jeunes filles au sein des communautés cacaoyères. Principal bailleur de fonds du projet IFCC, le Canada, à travers son ambassadeur, a rappelé l'objectif de sa politique féministe avec laquelle il entend accompagner l'autonomisation des femmes en zone cacaoyère de Côte d'Ivoire. On s'accorde, le Canada et la Côte d'Ivoire, pour dire que l'amélioration du revenu des producteurs et productrices et la promotion d'une cacao-culture durable, résiliente au changement climatique, respectueuse de l'environnement avec 0 déforestation et protectrice du droit des enfants doit être prise en compte. L'initiative Femmes et communautés cacaoyères sera déployée avec le soutien de l'Agence nationale de développement rural, ANADER. Le réseau ivoirien du risque et assurance d'entreprise, en abrégé RIMRAE, a tenu la 4e édition de sa rencontre dénommée les rencontres africaines du risque management. Un rendez-vous qui a réuni plus de 250 professionnels du secteur risque et de l'assurance. Ils ont échangé sur les risques et les opportunités du continent africain pour les entreprises. Walter Kofi et Ismaël Douza. Mettre en avant les opportunités dont regorge le continent africain, tout en exposant les risques qui s'y présentent, tel était le sens de la 4e édition du réseau ivoirien de management des risques et assurance d'entreprise RIMRAE. Une rencontre qui a vu la participation de délégations venues de plusieurs pays, dont la France, le Maroc et le Nigeria, qui ont apporté leur contribution à ces échanges orientés sur la gestion des risques en entreprise dans une Afrique à la croisée des évolutions numériques, économiques et sociales. Nous disons que l'Afrique est une terre de risques, c'est vrai, mais les opportunités dont regorge l'Afrique sont importantes par rapport aux risques auxquels nous sommes exposés. Il y a tellement de choses à faire, tellement d'opportunités et tellement de risques, mais sans prendre de risques, il n'y a pas de
d'opportunités. Donc il faut savoir, avec le risk management, accompagner ce développement de l'Afrique, terre de risque. C'est une question d'actualité dans le sens aussi où vous savez que c'est la première fois que ces crises-là sont les mêmes au niveau mondial. Avant, on avait des crises qui étaient régionales. À la suite de Covid, on a une crise qui est vraiment mondiale, qui a un effet donc sur l'ensemble des zones de l'Afrique et du monde. Et donc on se repose la question pour l'Afrique. Notre responsabilité pour accompagner l'économie, c'est la prise en charge des risques. Et on a bien vu avec le développement qui est en train de s'amorcer au niveau de l'Afrique, mais aussi surtout au niveau de la Côte d'Ivoire, ça s'accompagne d'un certain nombre de risques. Les risques sont à la fois des opportunités, mais aussi ça reste des risques. Créé en 2016, le réseau ivoirien de management des risques et assurance d'entreprise RIMRAE est une association de professionnels de référence des métiers du risque et des assurances en entreprise. Sa mission principale réunit tous les acteurs ivoiriens du secteur et promouvoir le métier de risque et des assureurs en entreprise à travers des programmes de formation et de sensibilisation. Méthodologie et techniques d'enquête et d'analyse d'accidents du travail. Tel est le thème qui a réuni pendant 10 jours les experts en sécurité sociale venus renforcer leurs capacités auprès du cabinet Stratégie et Espérance. Une formation dont le but est de comprendre le mécanisme d'analyse de l'accident de travail pour mieux le prévenir. La santé et la sécurité des travailleurs d'une entreprise déterminent sa santé financière, car les accidents de travail coûtent cher aux deux entités. Aussi, il est important de les prévenir, les réduire et au cas où il adviendrait, les reconnaître et indemniser les victimes. D'où l'importance de ce séminaire. Vous savez que les accidents de travail sont coûteux pour les caisses de sécurité sociale parce que les caisses prennent en charge les 100% en cas d'accident de travail. Hospitalisation, médicaments, évacuation sanitaire de blessés. Et les caisses aussi, l'entreprise aussi perd aussi un travailleur qui est blessé. Donc l'enjeu ici, c'est comment arriver à pouvoir réduire les accidents de travail. En Côte d'Ivoire, on est autour de 8000 accidents par an. 8000 accidents, y compris les accidents de trajet, c'est-à-dire les déplacements domicile, lieu de travail et vice-versa. Et une prépondérance d'environ une trentaine de maladies professionnelles. C'est des chiffres qui tournent autour de 8 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Pour les participants à ce séminaire sur la sécurité sociale, le thème méthodologie et techniques d'enquête et analyse d'accidents du travail tombe à point nommé. Rien ne vaut la prévention. Et l'analyse, les enquêtes et l'analyse des accidents de travail et des maladies professionnelles pour savoir les causes exactes nous permettent de poser les vrais jalons de la prévention. Et plus particulièrement, nous sommes venus renforcer nos capacités dans le domaine de la méthodologie d'enquête. Ce séminaire, je pense qu'il est très important parce qu'aujourd'hui déjà, ce qui nous marque, c'est l'association des retraités aujourd'hui, qui se sont unis pour créer quelque chose. Ça déjà, c'est un grand atout. Longtemps accompagné par la CNPS qui lui a délivré un agrément pour la formation et le conseil en janvier 2023, le cabinet Stratégie et Espérance est expert en sécurité sociale. La journée d'excellence permet aux collégiens et lycéens motivés d'exprimer leur potentiel et de développer leur ambition scolaire. C'est dans ce cadre que le lycée technique d'Abidjan a célébré la 6e édition de la journée d'excellence. À cette occasion, les meilleurs élèves et meilleurs enseignants ont été distingués. Nous rapportent les faits d'Écoudé Silva, Augustin Kra et Michel Brou. Pour cette 6e édition de la journée de l'excellence, organisée par le lycée technique d'Abidjan, ils étaient tous là. Élèves, enseignants, administration et parents d'élèves. À la proclamation des résultats, c'est l'élève Bété Amara en finance comptabilité avec 16,98 de moyenne qui vient en tête chez les garçons. Quant aux jeunes filles, leur première se nomme Adengra Kosia en assistanat de direction avec 15,95 de moyenne. Je suis fier de moi, j'ai beaucoup travaillé. Le message que je peux lancer, c'est de bosser, de travailler dur. Je me sens très honorée. Et puis je remercie monsieur le directeur et tous mes enseignants ainsi que mes éducateurs parce qu'ils nous ont toujours donné une formation de qualité. Être assidu et savoir ce qu'on veut. Si vous le faites ainsi,
vous avez la garantie que vous allez réussir. Je vous souhaite belle réussite. Le baptême de la promotion sortante a été fait par Touré Zoumana, représentant du parrain Éric Taba, chef de protocole du président de la République de Côte d'Ivoire. Restons toujours dans le domaine éducation et rendons-nous à San Pedro. La direction du groupe scolaire Notre-Dame de la Paix du quartier Lac-Manzan a organisé sa traditionnelle fête de fin d'année. Il s'agit d'une journée d'excellence dont le but est de récompenser les 5 premiers de classe, Abel Kwao et Walter Kofi. La journée d'excellence au groupe scolaire Notre-Dame de la Paix du quartier Lac-Manzan à San Pedro était riche en activités. La récompense des 5 meilleurs élèves de chaque classe et le passage de flambeau de la promotion sortante à celle qui monte, c'est-à-dire les CM2 à ceux qui les suivent. À ses amis. Chers amis, voici notre flambeau. Armand Imlin, administrateur de la société coopérative exportatrice Kadesa Kopka, parrain de la cérémonie, et la directrice de l'école, Sœur Davila Madel Kouya, n'ont pas manqué de remercier partenaires, parents d'élèves et élèves pour l'atteinte des objectifs. Après un dur labeur de 8 à 9 mois, il faut bien sûr récompenser les méritants, ceux qui ont fourni des efforts au cours de l'année pour faire partie des meilleurs. Stimuler aussi ceux qui traînent un peu les pas. Comme j'ai l'habitude de le dire, je demande aux parents de se joindre à nous pour avoir un même langage aux côtés des enfants. En tant que société coopérative, nous avons un objectif de pouvoir travailler pour soutenir les communautés. Donc nos actions sont plus portées vers le volet social. C'est pourquoi, quand nous avons été sollicités, nous n'avons pas hésité. Autre temps fort, des prestations artistiques suivies de jeux concours qui ont débuté par la maternelle, de la petite section à la grande section, avec au programme des poésies, chants, ballets, sketchs, concours à Oulaba. Il faut rappeler que le groupe scolaire Notre-Dame de la Paix de San Pedro comprend le cycle de la maternelle au primaire. Il a été créé en 2007. Intéressons-nous à la filière évéicole dans la région de la Nawa. L'Association des jeunes agriculteurs modernes évéicoles de Côte d'Ivoire a procédé au lancement des activités évéicoles 2023 à Soubré. C'était en présence du président du conseil régional de la Nawa, Alain Richard Donvailly. Les détails avec Walter Kofi. Les jeunes agriculteurs modernes et évéicoles de Côte d'Ivoire sont venus des 18 secteurs évéicoles que compte le pays pour le lancement des activités évéicoles 2023 dans la région de la Nawa, zone à forte production d'EVA. Selon Kamara Issouf, président de l'Association des jeunes agriculteurs modernes et évéicoles de Côte d'Ivoire, la tenue de cette rencontre à Soubré vise non seulement à rendre un hommage à ce visionnaire qu'est feu Charles Boza Donvailly, qui permet aujourd'hui à des milliers de producteurs de se prendre en charge. Ce message que nous avons voulu faire passer, aujourd'hui, il faut que le planteur d'EVA puisse avoir l'espoir en lui. La PROMAC est en train de renaître. Il y a beaucoup de nouveaux thèmes qui sont en train d'être pris en compte. Donc pour nous, la PROMAC, c'est l'espoir, c'est un nouveau départ. Heureux de cette marque de reconnaissance des jeunes producteurs, le président du conseil régional de la Nawa, le ministre Alain Richard Donvailly, par ailleurs président de la COP15, a invité ses hôtes à s'engager résolument à la réalisation d'agroforesterie. Nous encourageons en fait la réalisation d'agroforesterie. Parce qu'il est vrai que l'EVA capte le carbone, mais à un taux beaucoup plus faible que les arbres forestiers. Alors ce que nous proposons et ce que nous demandons aux producteurs évéicoles, c'est de pouvoir faire de l'agriculture évéicole et de la foresterie en même temps. Moment de reconnaissance des efforts de certains acteurs de la filière à travers la remise de présents.
2 conférences, dont l'une sur l'hévéaculture, une chance contre le réchauffement climatique, a permis aux jeunes agriculteurs d'être informés et formés sur cette culture. Les membres de la coopérative agricole Weyena de Blolécan ont procédé à la remise d'infrastructures de base en vue d'améliorer le cadre de vie des membres. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu en présence des partenaires du monde agricole de la localité, Emmanuel Kouadio et Konena Nourgo. C'est en présence des partenaires du monde agricole que le conseil d'administration de la coopérative Weyena a procédé à la remise officielle d'un bâtiment de 3 classes, d'une cantine scolaire et des toilettes d'une valeur de 36 millions de francs CFA au village de Goyamambli. Ces infrastructures viennent ainsi mettre fin à des années de cours sous des appartements dans ce village. Avant ces dons, la coopérative avait offert 3 forages solaires aux sections de Bossoa, Petit Boaké et Zangaka pour un coût global de 36 millions de francs CFA. Nous demandons aujourd'hui à tous les parents de faire venir les enfants à l'école, car cela est une obligation pour eux. Et non pas de les faire travailler dans des champs à leur profit, mais peut-être les faire travailler en vacances, comme nous sommes un pays agricole. Pour entamer la rentrée scolaire 2023-2024, des kits scolaires ont été distribués aux élèves et 3 autres forêts sont en cours de réalisation dans les sections de Mercro et d'Ancro pour un coût global de 25 millions de francs CFA. Avec 340 membres lors de sa création le 10 juillet 2007, la coopérative agricole Weyena revendique à ce jour près de 3648 producteurs répartis dans 25 sections au niveau du département de Blolécan. Depuis sa création, la coopérative agricole Weyena s'emploie à améliorer les conditions de vie de ses membres à travers la réalisation de plusieurs infrastructures, dont des forages solaires, des salles de classe et des cantines. Pour la réalisation de ces œuvres, la coopérative Weyena s'est inscrite à différents programmes de certification et s'engage résolument à faire bénéficier ses membres de plusieurs réalisations grâce aux primes obtenues des partenaires chocolatiers. Direction Boaké pour parler du programme entrepreneurial du PIDUCAS. Le concours de plan d'affaires a dévoilé les heureux lauréats de la ville de Boaké. Sur 26 business plans retenus sur 75 candidats, ce sont au final 12 jeunes entrepreneurs qui ont reçu leur chèque pour l'accompagnement et le développement de leurs activités. On en sait davantage avec Emmanuel Bonzo. Émotion et aussi ovation pour Coulibaly Yeli qui décroche le prix entrepreneurial spécial féminin de la 2e édition du concours de plan d'affaires pour la formation et le financement des entrepreneurs et porteurs de projets de Boaké. Pâtissière de formation, son projet dans le secteur a séduit le jury d'experts, lui permettant ainsi de bénéficier d'une subvention financière de plus de 7 millions de francs CFA. Je faisais les gâteaux à la maison pour aller vendre dans les écoles. Ou souvent, je me promenais dans les marchés pour vendre. En tout cas, la formation m'a beaucoup aidé à faire un plan d'affaires. Ils m'ont beaucoup aidé. Vraiment, je remercie tout le monde. Je vais développer mon projet pour que ma pauvreté puisse finir en même temps. Que ce soit une fierté pour PIDUCAS, pour la jeunesse. Leur montrer qu'on peut sortir de rien et puis devenir quelqu'un un jour. Avec ce fonds, c'est une nouvelle dynamique qui s'enclenche dans la vie d'entrepreneur de Dame Coulibaly. Tout comme elle, ils sont 12 lauréats à recevoir des chèques grandeur nature pour accélérer et développer leurs activités. Ces appuis financiers s'inscrivent dans une composante du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, en abrégé PIDUCAS. Le PIDUCAS et l'IECD, sous l'instigation de la Banque mondiale, ont convenu que pour le concours de plan d'affaires, ça ne sera pas une remise d'espèces, mais la mise en œuvre de l'acquisition et des activités critiques. Il s'agit de mettre en place un processus de passation de marché qui va aboutir à l'acquisition de tous les éléments qui ont été demandés et validés. Démarré en juin 2017, le PIDUCAS s'exécute dans les villes de Boaké et San Pedro en vue d'en faire de nouveaux pôles économiques. En plus de son programme entrepreneurial, le PIDUCAS contribue à la croissance économique qui passe par le développement du réseau routier et la réalisation d'importantes infrastructures de ces villes secondaires. Rendons-nous à Boisflé, plus précisément dans la sous-préfecture de Oundou-Foucancro.
Les femmes de 24 villages ont été célébrées avec ferveur lors de la fête des mères. L'initiative est de leur fille Kofi Marie Bienvenue qui a choisi ce moment symbolique pour former les femmes dans la transformation de produits, mais aussi pour leur offrir des présents. Le commentaire de Mon Désir Nascimento. Elles sont venues de 24 villages de la sous-préfecture de Ndoufoukoukankro pour célébrer la fête des mères. C'est un événement initié par une fille de la cité, notamment Dr Kofi Marie Bienvenue. Avec cette action historique, elle a marqué l'ensemble des familles en offrant 553 complets de pagnes aux mamans afin de leur permettre de passer une merveilleuse fête des mères. J'ai ressenti cela dans les yeux des mamans, surtout quand elles sont venues danser de façon volontaire. Bien sûr, je veux dire, ce n'est pas la joie qui me donne, qui me fait poursuivre, mais c'est toujours le bien-être de mes parents qui me préoccupe. Voilà. Quand je fais du bien, ça me fait du bien. Cette action a reçu l'appui moral des autorités de la région, venues inviter les autres cadres à lui emboîter le pas. C'est un honneur qu'on m'a fait. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'initiative est vraiment heureuse. Elle est très heureuse parce que c'est un cadre qui a décidé de démocratiser cette cérémonie qui en général ne se passe dans les grandes villes. Elle a voulu la porter chez elle et intéresser ses parents à cet événement. Chants, danses et diverses activités culturelles étaient au menu de cette fête. Il est bon de souligner que la veille, les femmes ont été formées sur les techniques pour améliorer leur production en manioc. Avant de refermer ce journal, intéressons-nous à la question du travail des enfants. Tous les 12 juin de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. La Société africaine de cacao, SACO, a réuni à Abengourou dans une même salle tous les acteurs intervenant dans la filière cacao ainsi que les autorités afin de faire barrage contre ce fléau qui détruit l'avenir des tout-petits en zone rurale. Cet élément est signé Anissé Kouadio, notre correspondant. Mairie d'Abengourou, célébration de la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants, qui a réuni les sociétés coopératives intervenant dans le secteur de la production et de la transformation du cacao, les parents ainsi que les autorités étatiques qui veulent plus d'engagement dans le cadre de la protection des enfants dans le secteur de la cacaoculture. Des sensibilisations auprès de nos parents producteurs. La production de notre pays, qui est le cacao, est payée par les pays de l'Union européenne. Alors que ces pays-là aujourd'hui demandent à ce que tout cacao ou on verra les traces de travail d'un enfant ne sera pas payé. La célébration de cette journée mondiale de lutte contre le travail des enfants à Abengourou est une volonté de la Société africaine de cacao, SACO, qui veut davantage plus d'investissement humain pour faire barrage à ce fléau qui étouffe les enfants. Il est du devoir de chacune d'entre nous de participer activement à la protection de l'innocence et l'avenir de nos enfants. Un monde où le travail des enfants n'est plus une utopie, mais une réalité. Le message est bien perçu par plusieurs sociétés coopératives dans le secteur cacao, à l'image de la société coopérative Yaouboué d'Annie Ansué, qui ont fait de la scolarisation des tout-petits leur priorité. Égayer les enfants, les éviter les lourdes charges, le travail avec les objets tranchants, c'est très dangereux. Notre sens de la vie même, c'est à cause des enfants. Nous voulons plus d'engagement du gouvernement ainsi que des parents dans le cadre de la protection des enfants parce que l'enfant c'est l'avenir. Plus d'enfants dans les champs, leur place est à l'école. À travers le projet Forever Chocolate de la célébration de cette journée mondiale de lutte contre le travail des enfants organisée par la société SACO, il est question d'engager la population à la protection de l'avenir des enfants tout en invitant la population à une agriculture durable pour soutenir les producteurs avec des projets visant à améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie. Et ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.